Nous vivions une époque où ce qui est valorisé, c'est l'ignorance, la prétendue incapacité des travailleurs et des jeunes à comprendre, à fixer leur attention, à s'intéresser aux questions fondamentales. La preuve est faite qu'il n'y a aucune infirmité générationnelle. Quand les questions sont sérieuses et qu'on les traite sérieusement, je crois qu'on est capable d'y prêter l'attention que cela exige. Il est frappant de constater qu'en ce 100e anniversaire de la disparition de Lénine, cet événement modeste est le seul, néanmoins, de cette ampleur à essayer de tirer les enseignements de ce que fit et de ce que fut Lénine. Ça devra appeler une réflexion de notre part. On aurait pu imaginer d'autres événements, peut-être sur une autre orientation, mais qui, malgré tout, saluent l'action de Lénine. Ce n'est pas le cas. Et évidemment, si on pose la question pourquoi ça n'est pas le cas, on est obligé de mettre en rapport, je dirais, le refus d'accorder la moindre attention au 100e anniversaire de la mort de Lénine avec d'autres questions. Ceux qui ont renoncé à tout combat effectif pour le socialisme, ceux qui ont décrété dès la chute du mur de Berlin, ou en tout cas dès la dislocation de l'Union soviétique, que c'était la fin du socialisme, ce qu'avait déclaré à l'époque Lucien Sèvres, dirigeant du Parti communiste français. Ceux qui votent régulièrement des centaines de milliards de crédits pour la guerre, par exemple au Parlement européen pour la guerre en Ukraine, ou en France avec la loi de programmation militaire. Ceux qui ont voté allègrement et qui n'ont jamais voulu en rendre compte des centaines de milliards d'aides aux capitalistes au moment du Covid et depuis. Ceux qui, quand ils sont au gouvernement, disent on ne peut pas faire autrement parce que le contexte mondial, la crise, les institutions internationales, les traités européens, donc on ne peut en fait modifier en rien la politique des gouvernements précédents. Ceux qui, portés à la tête de mobilisation de millions de travailleurs en grève et en manifestation, vous disent on va se battre jusqu'au bout, jusqu'au moment où, avant d'arriver au bout, ils disent on ne peut pas appeler à la grève générale. Tout cela n'ont que faire de Lénine vivant. Tout cela n'ont que faire de Lénine vivant, puisque leur préoccupation n'est pas d'aider les opprimés et les exploités à arracher la satisfaction de leurs revendications, de les aider à établir leur propre gouvernement, mais de rester dans le cadre qui est celui du système capitaliste. Finalement, sans faire d'analogie exagérée, mais les descendants des mencheviks et socialistes révolutionnaires de 1917 et avant sont nos dirigeants socialistes qui gèrent le capitalisme en faisant assaut de surenchère par rapport au gouvernement de droite. Ce sont les dirigeants dits communistes qui, en particulier dans les municipalités qu'ils dirigent, par exemple celle où j'habite, votent allègrement l'augmentation des charges locatives, privatisent à tour de bras au prétexte qu'on ne peut pas faire autrement compte tenu du contexte. Ce sont les dirigeants de la France insoumise qui, ayant remplacé la classe ouvrière par le peuple, le parti par le mouvement gazeux, ferment toute perspective de combat pour le socialisme et eux aussi votent au Parlement européen à 6 reprises les crédits pour la guerre en Ukraine. Et pourtant, camarades, quelle actualité de Lénine? Quelle actualité? Quelle, je dirais, urgence d'avancer aujourd'hui le mot d'ordre pour la paix, pour le pain, pour la liberté. Oui, pour le pain. Le pain pour les enfants de Gaza, étranglés par la famine. Alors qu'il suffirait d'un mot de Biden pour arrêter les bombes israéliennes. Un mot que Biden ne veut pas prononcer. Un mot que les dirigeants syndicaux qui soutiennent Biden ne veulent pas exiger. Un mot que les militants syndicaux que nous connaissons en France et qui ont à la bouche le formidable appel des dirigeants syndicaux américains qui eux-mêmes soutiennent Biden, qui lui-même soutient Netanyahou, qui étrangle 2 millions de Palestiniens à Gaza. Oui, le pain. Le pain pour les enfants de Gaza. Le pain pour les millions d'enfants qui, en Afrique en particulier, crèvent littéralement de la famine. Le pain en France, où l'explosion des prix, l'explosion de la vie chère, aboutit à ce que, nous le savons, une grande partie de la population ouvrière se restreint sur l'alimentation, et où, d'un autre côté, précisément les artisans boulangers, étranglés par la hausse des tarifs,
de l'électricité sont en train de fermer les uns après les autres. Oui, le pain. Le pain alors que ce gouvernement vient de décider de prélever dans la poche des travailleurs 6 milliards d'euros, précisément avec l'augmentation de l'électricité, et 6 autres milliards d'euros par le doublement des franchises médicales, 12 milliards prélevés sur les travailleurs, alors que 100 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux capitalistes du CAC 40 l'an dernier. Alors que des centaines de milliards d'exonérations sont prélevés sur la sécurité sociale. Est-ce que ce n'est pas, dans d'autres conditions, les problèmes soulevés par Lénine? Celui de ces milliards disponibles qui permettraient d'en finir avec la faim, avec la sous-alimentation, en France et à l'échelle internationale? Oui, la paix. La paix parce que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est un processus qui s'inscrit dans une marche dont personne ne peut dire jusqu'où elle ira, qui est une marche à une guerre généralisée, qui n'a pas d'autre justification que la survie du système capitaliste fondé sur la propriété privée des moyens de production. La paix, ce qui veut dire non seulement l'arrêt des bombardements, l'arrêt du siège de Gaza, mais ce qui pose plus généralement, Dominique l'a signalé tout à l'heure, l'exigence d'une solution politique qui fasse droit au fait que le peuple palestinien peut décider de son avenir et qui ne pourra pas décider de son avenir dans un État croupion que lui concéderait éventuellement Biden ou d'autres pour essayer de calmer la situation, qui pose tout le problème de la solution politique, d'une solution politique démocratique où à égalité toutes les composantes de la région, juifs, arabes, chrétiens, athées, peu importe, puissent à égalité de droits bâtir ensemble une nation palestinienne libre. Mais la paix, c'est aussi l'arrêt immédiat du massacre terrible dont la réalité est cachée de la guerre qui va bientôt atteindre son 2e anniversaire entre la Russie et l'Ukraine, qui pose le problème du retrait des troupes russes, mais qui pose aussi le problème du retrait de l'OTAN, car tout le monde voit bien que l'OTAN pousse et pousse toujours plus à la poursuite de la guerre, fait voter au Parlement européen, qui n'est rien d'autre qu'une antenne de l'OTAN désormais, des subventions supplémentaires pour les munitions, etc. La paix. La paix, ce qui veut dire aussi la liberté pour les peuples aujourd'hui opprimés, écrasés, dominés par l'impérialisme. La paix, ce qui veut dire le retrait des troupes françaises des quelques pays d'Afrique où elles sont encore, mais aussi le retrait de la mer Rouge, où elles participent désormais à cette intervention à peine déguisée par rapport au Yémen. Et puis, oui, la liberté. La liberté pour nos frères immigrés de ne pas être expulsés de ce pays et retenus simplement lorsque les patrons en ont besoin et rejetés, considérés comme n'ayant aucun droit quand les patrons n'en ont plus besoin. La liberté si l'impérialisme pille les pays d'Afrique, la liberté pour ceux qui sont contraints de fuir la misère, la pauvreté, de pouvoir aller là où il y a un peu de travail, là où il y a des perspectives, la liberté de ne pas crever au fond de la Méditerranée ou au fond de la Manche, comme c'est le cas pour des centaines d'entre eux chaque année. Mais la liberté aussi pour tous les travailleurs, la liberté pour nous en France, de pouvoir peser sur la situation et sur les décisions. La liberté d'institutions qui ne soient pas entre les mains d'un président Bonaparte qui a tous les pouvoirs. La liberté que le peuple décide dans une assemblée constituante. La liberté que les délégués du peuple prennent les choses en main. Alors on nous dira, tout ça c'est compliqué, tout ça c'est ambitieux. Oui, c'est ambitieux. Mais la situation est dramatique. Qui n'a pas d'ambition se résout à capituler devant le drame. On nous dira, il n'y a pas de Lénine, c'est vrai. Il n'y a pas de soviet, c'est vrai. Il n'y a pas de parti bolchevique, tout ça c'est vrai. Et alors, il y a un système capitaliste qui écrase les travailleurs et les peuples. Il y a un système capitaliste contre lequel se dressent, dans les circonstances les plus compliquées, les travailleurs pour leurs droits. Et on a vu des mobilisations de millions et de millions dans les dernières années, en Algérie, en Égypte, en France, en Espagne, dans de nombreux pays. Alors, il y aura des soviets. Ils s'appelleront certainement pas soviets. Peut-être même qu'au début, on aura du mal à les reconnaître comme étant l'équivalent des soviets. Mais il y aura des soviets. Il y aura ces formes d'organisation par lesquelles les travailleurs cherchent à prendre en main leurs propres affaires. Il y aura, je ne sais pas s'il y aura un Lénine ou des Lénines, mais enfin Lénine lui-même était un produit complexe entre l'histoire, les conditions objectives, sa propre histoire familiale, son propre profil psychologique. L'histoire produira d'autres
responsable, capable d'agir de la sorte. Mais il nous revient de construire un parti pour aider ces processus à mûrir et l'aider à l'emporter. Et la question que pose un camarade qui a envoyé un mot, je ne sais plus où je l'ai mis, mais qui dit voilà comment faire pour en France aider à faire surgir ce mouvement d'organisation terre. Nous sommes une petite organisation. Mais ce n'est pas un problème d'échelle. Nous essayons, là où nous sommes, d'aider les travailleurs à prendre les choses en main. On sait bien qu'aujourd'hui, par exemple, une des questions principales, c'est la division. La division à tous les étages. Il y a une loi Darmanin qui oppose les travailleurs français et les travailleurs immigrés. Alors on nous fait une manifestation le 14 janvier, principalement réservée aux travailleurs immigrés, coupée du reste de la classe ouvrière. Et puis une autre le 21. Alors là, c'est principalement les partis officiels de la classe ouvrière et les syndicats. Dans un cas, la couleur dominante, c'était noir. Dans l'autre, la couleur dominante, c'était blanc. Dans un cas, c'était dans les quartiers populaires. Dans l'autre, une manifestation. Moi, de ma vie de militant, j'ai jamais manifesté de Trocadéro aux Invalides, camarades. Hein, ça, c'est une manifestation ouvrière exceptionnelle. Oui, et puis une organisation syndicale qui, d'un seul coup, se rappelle qu'elle est indépendante. Elle l'avait oublié depuis de nombreux mois où elle manifestait avec tous les partis politiques. Et du jour au lendemain, se rappelle qu'elle est indépendante. Elle dit, nous n'irons pas à la manifestation du 21. On fera sur le même sujet un autre rassemblement le 23. Avec les mêmes mots d'ordre. Et puis encore un rassemblement le 25. Nous voici avec 4, 5 manifestations, rassemblements, qui toutes réclament le retrait de la loi. Ben, le résultat, camarades, c'est que la loi, elle a été promulguée. Alors certes, elle a été promulguée avec un peu de censure du Conseil constitutionnel, mais enfin, elle va être utilisée pour virer les immigrés, oui ou non? Et puis ce qui a été retiré, comme ça a été retiré pour des arguties juridiques, rien n'empêche demain que ce qui a été retiré soit resoumis au vote. C'est pour la première fois dans l'histoire de ce pays, ce n'est pas rien, la reconnaissance du principe fasciste de la préférence nationale. Et pour la première fois, un consensus de toutes les forces politiques de droite et d'extrême droite pour dire que c'est un débat légitime. Et on ne peut pas faire l'unité contre ça? Il faut à tout prix que chacun cultive sa petite raison d'être contre les autres? C'est des problèmes sérieux. Vous avez la même chose dans la lutte de classe. Une manifestation dans l'enseignement le 25 janvier, une autre le 1er février, parfois même avec des organisations qui appellent aux deux. Alors comment on agit par rapport à ça? Ben moi je vais vous dire comment on agit, camarades. Je vous prends un exemple récent. Voilà, les travailleurs de la ville de Paris sont confrontés au fait qu'on veut les faire travailler, d'autant plus qu'à l'approche des Jeux Olympiques, etc., sans leur donner un sou. Et ils ont souvent des salaires de misère. Donc il y a une discussion dans un syndicat, le syndicat majoritaire, la CGT. Il y a une discussion pour que le syndicat organise une mobilisation sur les revendications des travailleurs. Et il y a une attente de ça. Les travailleurs, les syndiqués poussent. Oui, il faut faire un jour de grève, demander une prime de 1 500 €, 400 € pour tous, enfin des revendications normales. Et puis il y a un autre syndicat, qui est le syndicat Force ouvrière, qui est un peu moins influent, mais qui décide d'appeler sur les mêmes mots d'ordre. Et dans les deux syndicats, il y a des camarades de la 4e internationale. Et dans les deux cas, nous avons posé le problème que plutôt que d'appeler séparément, il serait bon d'appeler ensemble. Dans les deux cas, surtout dans un, on s'est heurté à des arguments classiques. Dans la CGT, non, on ne fera rien avec Force ouvrière, ça ira bien. Les camarades ont fait ce qu'il y avait à faire. Mais quand les manifestants de la CGT sont arrivés au lieu où étaient les militants de Force ouvrière, ceux de Force ouvrière ont applaudi ceux de la CGT. Et en retour, quand le responsable de Force ouvrière a pris la parole, ceux de la CGT ont applaudi celui de Force ouvrière, ce qui n'est pas habituel à la ville de Paris, où d'habitude, c'est la division qui l'emporte. Et les travailleurs ont eu le sentiment qu'il se passait quelque chose. Et ceux des dirigeants qui d'habitude sont les premiers à dire « non, on ne fait pas avec ceux-là, etc. » étaient un peu embarrassés. Et nos camarades ont pris toutes leurs responsabilités pour aider l'unité à se rassembler. Et après ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont sorti un appel très simple. Nous sommes des militants de Force ouvrière, nous sommes des militants de la CGT. Nous nous félicitons qu'il y a 3 jours, on soit réunis sur les mêmes mots d'ordre contre la mairie, etc. On pense que c'est par l'unité qu'on va gagner. On appelle tous les collègues, quels que soient les syndicats, à se rassembler sur cet appel, à en discuter dans les services, forger l'unité à tous les niveaux, puisque nous avons les mêmes revendications. Je crois qu'en 2 jours, il y a 35 ou 40 militants CGT, Force ouvrière qui ont signé cet appel. Ils seront 100 demain, ils seront plus nombreux. À notre échelle, nous travaillons à briser le mur de la division. Nous travaillons à
permettent que l'unité se réalise et que les travailleurs prennent en charge leurs propres revendications. Alors camarades, rien de tout ça n'est facile. Il y a une crise du mouvement ouvrier, il y a y compris une crise de la 4e internationale, vous le savez. Mais si on pense qu'il n'y a rien d'inéluctable à l'effondrement de la civilisation humaine, si on pense que tous ceux qui, partout dans le monde, d'une manière ou d'une autre, cherchent la voie de la résistance à cette décomposition, la voie de la résistance pour préserver la civilisation humaine de tout ce qui la menace, alors si on pense ça, il nous revient d'aider ce mouvement en construisant notre propre parti. Jérémy a dit qu'il était un jeune bolchevique-léniniste. On n'est pas obligé d'être jeune pour être bolchevique-léniniste. Il y a des camarades de tous âges qui sont à la 4e internationale, qui se reconnaissent dans ce programme. Je vous invite les uns et les autres, si vous n'êtes pas, à rejoindre la 4e internationale. Et si vous y êtes déjà, à la renforcer, à chercher d'autres camarades. Vous le savez, le Bureau national du Parti des travailleurs, dont nous sommes une composante, a décidé de s'engager dans la campagne électorale, avec beaucoup de guillemets, des élections européennes. Ils ont saisir l'occasion de ces élections. Et je crois que le mot d'ordre choisi pour le pain, la paix, la liberté mérite qu'on se mobilise pour le faire prévaloir. Je vous remercie. Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim, la raison dans son cratère, c'est l'éruption de la fin, du passé faisons table rase, foule esclave debout, debout, le monde va changer de base, ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain, l'international sera